Tout le plaisir est pour nous de nous retrouver en ce jour. Cette journée, l'Église méthodiste l'a bien voulu dédier à la Croix bleue. Et tout l'honneur et le plaisir est pour nous de partager cela avec vous, chers auditeurs, parce que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, beaucoup de phénomènes, beaucoup de situations nous donnent raison à l'Église de parler de cela suffisamment. Je voudrais demander que la grâce de Dieu soit ce matin votre partage, au moment où nous sommes avec les techniciens ou les experts de la Croix bleue. Permettez que nous puissions les saluer et les souhaiter la bienvenue à ce rendez-vous. On va commencer d'abord par le président Laurent Gbagbo, qui est le président national de la Croix bleue Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'on dit? Oui. Par ailleurs, il est président des Croix bleues d'Afrique francophone. Oui, exact. C'est vraiment un honneur pour nous. Le plaisir est partagé et de nous retrouver devant les téléspectateurs pour parler d'un phénomène qui fait que son chemin et qui est malheureusement est en train de décimer la jeunesse. Moi, je pense que le focus sera fait dessus tout à l'heure. On reviendra là-dessus avec... Largement, je suis très heureux pour cela. Ensuite, nous avons docteur Bernard Samedi Djebi. Il est médecin additologue, chef de centre et directeur des opérations, c'est cela? Tout à fait. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce rendez-vous. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Chaque fois que nous avons l'occasion de parler de cette grande muette, dit-on, c'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons sur ce plateau. En tout cas, merci beaucoup à vous. Notre ami qui fait souvent l'honneur de partager ce moment avec nous de temps en temps, quand on l'invite, il vient au nom de la Croix bleue. C'est le frère Daniel Thuot. Il est assistant social, éducateur spécialisé, responsable service social et projet de la Croix bleue. Bonjour. C'est cela? Bonjour, oui, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui est en vogue. C'est ça, qui fait le buzz, comme les gens le disent, sur les réseaux sociaux, sur les antennes. On aura l'occasion d'en parler. Oui. Et puis, on n'a plus besoin de le présenter parce que nous suivons simplement ses traces. Il a déjà commandé ses services ici et c'est un honneur de l'accueillir. On va le saluer avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de fierté. C'est le très révérend André Aké Esso. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Ça fait 17 années. Oui. J'ai passé en compagnie des autorités, n'est-ce pas, de la RTI, pour ne pas dire le ministère de la Communication. Et après, bon, d'autres responsabilités nous ont été confiées. Et puis, bon, on vous a laissé, n'est-ce pas, l'héritage. D'accord. Je réussis bien. D'accord. Voilà. Alors, je voudrais vous remercier, vous encourager à aller de l'avant. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, vous avez le département de... Bon, aujourd'hui, je m'occupe des hôpitaux, je m'occupe de la Croix bleue, comme aujourd'hui. Et puis, je m'occupe aussi de la direction de la MAPE, la Maison protestante de l'étudiant. Dont les étudiants, ça fait pas tout dans nos universités. Des prisons? Oui, des prisons également. Des cliniques, etc. Prisons, cliniques, hôpitaux, etc. Voilà. Donc, comme on a une équipe, donc l'équipe, surtout à Abidjan Sud, s'occupe parfaitement de cela. C'est dans quelques districts qu'il y a un peu de difficultés, mais ce qui est sûr, c'est que ça avance. Maintenant, les surintendants ont... D'accord, on reviendra là-dessus. Faites-nous le plaisir de présenter ce moment au Seigneur. Merci beaucoup. Prions Dieu. Grand Dieu, nous voulons te bénir en ce dimanche matin de ce que tu nous donnes l'occasion de nous présenter devant ta face avec tous ceux et celles qui t'adorent et qui croient en toi. Merci de nous permettre de parler avec véhémence de ce phénomène qu'est l'alcool. Seigneur, notre Dieu, aide-nous à avancer avec toi, afin que le monde change. Par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Encore une fois de plus, soyez les bienvenus. Merci. Et j'espère que les téléspectateurs, le peuple de Dieu sera édifié. Quand on se retrouve à ce niveau, il est intéressant qu'on puisse rappeler sur le plan institutionnel la Croix bleue, qu'est-ce que c'est? Parce que un profane ne sait pas ce que cela veut dire. On va laisser le président peut-être en quelques minutes faire un peu, si c'est l'historique. Un bref historique. Voilà, bref, vraiment. Je pense que la majeure partie des
les personnes que nous avons touchées connaissent quand même l'institution. Mais il est toujours bon de répéter, comme le disent les enseignants, la répétition est une vertu pédagogique. Bien, la Croix-Bleue est une institution qui a été créée depuis 1877, dans le 19e siècle, et a été introduite en Côte d'Ivoire en 1930. Donc nous venons de fêter, depuis 2020, nos 90 ans d'existence. Il n'y en a pas assez, je disais qu'on que c'est la seule institution qui a cet âge-là, sinon aucune autre institution ne peut avoir cet âge-là. Et je pense que depuis lors, nous avons travaillé jusqu'au jour d'aujourd'hui de manière séquentielle, c'est-à-dire 30 ans. Nous nous sommes battus pour régler le problème des statuts, le problème réglementaire et juridique. Après les autres 30 ans, les deuxièmes 30 ans, nous sommes vertueux à combattre l'alcool. Il faut dire que la Croix-Bleue a été créée à sa base par l'effet de l'alcoolisme. Ensuite, maintenant, les 30 dernières années, nous sommes confrontés à un nouveau fléau qu'est la drogue. Il faut dire que la Croix-Bleue est quand même avant-gardiste. Nous évoluons et nous nous adaptons selon l'espace et le temps. Et étant venu que la drogue maintenant a fait toute la surface, a pris le terrain, nous sommes effectués maintenant, actuellement, nous travaillons beaucoup sur le phénomène de la drogue. Alors, il en sera question sur ce plateau de la drogue surtout. Et il faut dire que l'institution quand même travaille de manière globale dans les écoles, dans les entreprises, des privés, au niveau des institutions religieuses, c'est-à-dire au niveau des confessions religieuses, etc. Et dans les communautés, les leaders de communautés, c'est-à-dire les chefs de village, les communautés, les chefs de quartier, etc. Et nous menons une sensibilisation, de large sensibilisation sur le plan national. Et moi, je pense que c'est à cela que nous nous attelons actuellement. Avec nos maigres moyens, mais nous y arrivons. Parce que pour nous, c'est un sacerdoce de pouvoir travailler sur le volet médical concernant l'homme. L'homme de manière holistique dans sa totalité. Et lorsque nous avons un élément qui nous gêne, surtout au niveau même de la santé de l'homme, nous sommes obligés de nous atteler à le faire et à bien faire. Et c'est ainsi que nous avons un centre de cure et de désintoxication qui, ma foi, interne en termes d'hospitalisation, j'appelle ça les têtus, ceux qui n'ont pas voulu entendre le bon message et l'information vraie, et qui, au mépris de cette information, sont dépendants, ils sont conduits à la Croix-Bleue pour recevoir un traitement approprié par nos experts en la matière. C'est la seule structure spécialisée en Côte d'Ivoire et en Afrique? Oui, c'est la seule structure spécialisée en Côte d'Ivoire et en Afrique, puisque nous recevons aussi des malades venant de la sous-région. Et le dernier malade que nous avons reçu est originaire du Tchad. Donc je pense que c'est la seule structure spécialisée en tant que telle. Lorsque vous visitez les centres des pays européens, je crois que le centre de la Croix-Bleue du Côte d'Ivoire est la seule structure spécialisée pour le faire. Et on avait eu, la fédération en son temps a voulu aussi créer un centre similaire à celui d'Abidjan au niveau de Lesotho en Afrique du Sud, mais pas fini, ça n'a pas marché. Donc, mais celui de l'Angleterre, par exemple, celui de l'Angleterre, parce que l'église méthodiste est bâtie là-dessus. Oui. Le fondateur, John Wesley, est parti de ce phénomène d'alcoolisme, n'est-ce pas, en Angleterre au XVIIIe siècle. Donc c'est ça. C'est ça. Plutôt de Lucien Rochard. Oui, non, je parle de l'origine de l'église. L'origine de l'église. Oui. Et c'est en fonction de cela que les autres ont continué l'œuvre de John Wesley en spécialisant des personnes, des pasteurs, des médecins pour s'en occuper. Oui, effectivement, puisque lui, Lucien Rochard lui-même était un pasteur. C'est ça. Oui, je voulais poser la question, quelle est la relation entre cette structure et les communautés religieuses? Bon, cette structure, une très bonne relation avec les autres communautés religieuses, puisque nous... Non, c'est pas en termes de... je veux dire, c'est pas en termes de bien ou mauvais, mais pourquoi c'est lié à une communauté? Pourquoi la Croix-Bleue est liée à une communauté? C'est lié à une communauté? Oui. Une communauté religieuse? Oui. Et ça, je voulais faire quand même, puisque étant donné que c'est fait par l'institution, a été initié par un pasteur. D'accord. Ouais. Donc le pasteur lui-même, il avait une communauté. Et c'est à la suite de ses services funèbres qu'il avait constaté que l'alcool était le mobile qui tuait beaucoup plus nos frères et sœurs. Donc, l'idée lui est venue de créer, d'abord, il a créé la société de tempérance. Mais il a vu qu'au niveau de la tempérance, ça ne tenait pas bien. Parce que les gens profitaient de cette situation pour en abuser. Donc, il dit, si tel est le cas, alors je mets une structure qui va promouvoir plutôt l'abstinence. Il a créé la Croix-Bleue. La Croix-Bleue, c'est quoi? Tout simplement, il veut dire que la croix du Seigneur.
Et la croix, c'est la croix du Seigneur, c'est la puissance, ça relève la puissance du Seigneur. Et le bleu, c'est le bleu du ciel. Voilà la couleur, le bleu du ciel. Il faut dire que le dépendant, pour se libérer, doit se tourner vers le Seigneur. Il n'y a que Dieu seul qui va lui permettre de se libérer totalement. Voilà. Voilà un peu la signification profonde de la croix. D'accord. Souvent que dans les églises, quand on parle de la croix bleue, c'est en termes d'ironie, parce que bon, ils ne doivent pas boire de la boisson, et puis bon, ça rit. Oui, ça a été une mauvaise presse, parce que ça a été une mauvaise presse, malheureusement, qui a dû gagner du terrain. Et nous sommes en train de redresser la barre pour dire que non, ne le voyez pas de cette manière. Vous voyez l'institution dans sa totalité, personne embrasse en tout cas les fléaux de l'heure, les fléaux du temps. Donc c'est ça qui est le plus important. Sinon, effectivement, ironie de boire, de ne pas boire, non. Le fait de boire, la croix même ne prohibe pas l'alcool. Nous ne prônons pas l'interdiction de l'alcool. Donc ce serait utopique de notre part. Mais nous la tempérance, l'espérance. C'est-à-dire que nous conseillons la manière de boire, il faut savoir boire. Et celui-même qui crée l'alcool, même c'est à une bonne conduite, une discipline de consommation. Si on veut parler sur le plan médical clinique, le Dr Gaby est bien placé pour nous rassurer, pour nous aider à aller de l'avant. Oui, tout à fait. Alors, la partie médicale me revient de droit. Donc, on va commencer par dire que, oui, effectivement, comme vient de le dire le Président, nous faisons donc la prise en charge des questions de tabagisme, d'alcoolisme et de drogue en général. Et cette prise en charge est inspirée du modèle onusien, l'ONUDC, qui dit que la prise en charge passe par la pré-cure, la cure et la post-cure. C'est-à-dire que le sujet qui est aux drogues ou à l'alcool ou au tabac est vu en 3 temps. Et en matière de pré-cure, c'est surtout l'entretien motivationnel, parce que ces gens-là nous viennent, vous savez, la question de consommation est une déviance comportementale. Ce n'est pas une maladie en tant que telle pour laquelle d'emblée il faut hospitaliser. C'est une déviance comportementale et sur cette base-là, il faut d'abord amener l'individu à comprendre qu'il est dans quelque chose qui n'est pas normal. Généralement, ils s'en rendent compte très tardivement, ils ne sont même pas demandeurs de soins, c'est la famille, c'est l'employeur qui demande les soins. Et dans ces conditions-là, il faut les préparer à passer le stade d'individu qui est dans un comportement à un individu malade. C'est ça, l'entretien motivationnel, et c'est un peu ça, la pré-cure. Et en matière de cure, nous avons plusieurs temps d'intervention. Le premier temps d'intervention, ça va être la gestion du syndrome de manque. C'est un comportement dans lequel il est depuis plusieurs années, il est habitué. Dans un langage péjoratif, on dira que ça est dans son sang. Et donc, pour enlever ça de son sang, ce n'est pas du jour au lendemain. Il faut d'abord prévenir le syndrome de manque parce que quand vous lui arrachez brutalement la substance, ça peut entraîner le pronostic vital. Donc, il y a là des médicaments qu'on donne, on contre-attaque un peu pied à pied selon le modèle qu'on a choisi parce qu'on peut intervenir en stratégie de substitution ou on peut intervenir en stratégie de sevrage. La plupart des drogues, c'est le sevrage. La substitution, on l'a fait pour 1 ou 2 drogues seulement, c'est-à-dire les opiacés et le tabac. Le reste des drogues, c'est le sevrage. Et donc, dans la période où on fait la prévention du syndrome de manque, on trouve des médicaments des médicaments qui sont validés, qui sont vendus en officine pour contre-attaquer pied à pied le syndrome qui pourrait apparaître dans la mesure où ils ne sont plus avec leur substance. Ensuite, on passe à la phase de stabilisation qui se fait surtout par un accompagnement psychothérapeutique qui ouvre ensuite sur la phase de la sociothérapie qui est la préparation de l'individu à réintégrer sa société après son temps d'internement. Et puis, aujourd'hui, on a bien compris qu'au rang de ces étapes, il faut mettre l'éducation. L'éducation parce que nous sommes dans une fabrication, dans une réfabrication de l'individu et ça passe par une éducation, une rééducation. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'éducation, c'est la base de tout. Même apprendre à consommer, c'est comme si on apprenait quelque chose à l'école. Donc, il faut vraiment introduire la rééducation pour réfabriquer l'individu qui nous est donné. Et ensuite, on peut prévoir son intégration ou sa réintégration
social. Docteur, apparemment, ce que vous êtes en train de dire, c'est facile. Hein? Est-ce que l'individu, si l'individu n'est pas disposé? C'est un peu ce que j'ai dit au début. Ils ne sont généralement pas disposés. C'est souvent un enfant, un adolescent qui est pris la main dans le sac, donc que les parents vous emmènent. C'est souvent un employé, alors là, un vrai génie, très fort, et donc l'employeur ne peut pas laisser son poste vacant, il vous le conduit, etc. etc. Donc ce n'est pas des gens qui viennent d'eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas malades. Ce n'est pas une rage dentaire, ce n'est pas un accès palustre, ce n'est pas un choléra, non. Pour lui, surtout dans les débuts, c'est vous qui vous souciez de la situation qui est pathologique. C'est vous qui êtes malade. Donc, ils ne nous viennent pas aisément et c'est pour ça, justement, qu'on fait l'entretien motivationnel. L'entretien motivationnel est une approche qui essaie de recentrer les choses autour du patient lui-même en lui indiquant que ce dans quoi il est, ce n'est pas bon. Évidemment, ça prend du temps. Ça dépend de l'individu. Ça dépend de l'environnement, ça prend du temps, mais on parvient, dans la grande partie des cas, à pouvoir le transformer. Et en ce moment-là, il regarde son comportement avec un peu plus de dédain, de recul, d'accusation, et il peut en ce moment-là rentrer volontiers dans un système thérapeutique. Pour cette journée, vous avez mis l'accent sur quoi? Bon, pour cette journée, nous avons mis l'accent sur la drogue. Le thème, c'est jeunesse sans drogue, puisque nous savions qu'au niveau de notre jeunesse est beaucoup plus dans l'éclairage de la drogue et qui devient un fléau et un danger pour l'avenir de cette jeunesse-là. On a l'habitude de dire que l'avenir d'un pays ou d'une structure repose sur la jeunesse. Mais je dis que l'avenir d'aujourd'hui, c'est-à-dire la jeunesse même, c'est l'avenir d'aujourd'hui du pays. Parce que si aujourd'hui cette jeunesse est décimée. Et vous savez que l'État a décrété cette année... Année de la jeunesse. Raison pour laquelle nous avons aussi pris le thème jeunesse sans drogue pour nous focaliser sur la jeunesse en ce qui concerne la sensibilisation. Quels sont les moyens que vous avez déployés ou que vous déployez pour... les moyens que nous avons déployés, il y en a plusieurs au niveau de la sensibilisation. Tout à l'heure, mon collaborateur Thio va rentrer dans les détails. Mais il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord les conférences publiques. Ensuite, il y a aussi la sensibilisation des masses et la sensibilisation d'approche. Il y a la sensibilisation collective, il y a la sensibilisation individuelle. Et ce qu'on appelle les approches à côté. Au niveau même des établissements secondaires et universitaires, avec qui nous travaillons de manière relationnelle, que nous approchons. Nous avons un programme bien établi, bien planifié pour cela. Et chaque année, nous le faisons. Chaque année, nous n'avons pas entendu l'année décrétée de la jeunesse pour le faire. Nous le faisons tout le temps. Ça fait partie de notre programme habituel de travail en matière de sensibilisation. Puisque, que ce soit l'alcool, que ce soit les tabacs, c'est la jeunesse qui est beaucoup plus en proie. Oui, je voulais dire même à Dr Diebi que la frange de la jeunesse, elle est très délicate. Et oui. Donc, il y a un travail vraiment de fond à faire. La structure, elle ne réside qu'à Abidjan. Qu'est-ce que vous faites? Alors, tout à fait. Ce qui est de plus en plus déplorable, c'est l'âge du premier contact avec la drogue et même l'âge moyen des consommateurs. Aujourd'hui, on tourne autour de 10 ans. On tourne autour de 10 ans. Les gamins de 10 ans connaissent leur premier usage de drogue, de tabac, d'alcool, et c'est ce qui est déplorable. Nous sommes le siège de la Croix-Bleue et le centre d'accueil sont à Abidjan. C'est vrai que d'Abidjan, nous faisons une réponse nationale. Hein. Nous partons là où nous pouvons arriver, mais nous sommes limités par les moyens aussi, il faut le dire. L'idée serait, bien sûr, de déployer la Croix-Bleue sur toute l'étendue du territoire. Pour le moment, ce que nous faisons, nous nous bornons à partir du centre pour faire donc la sensibilisation, les actions dans toute la Côte d'Ivoire. On va faire une pause musicale pour écouter la chorale, nous donner l'occasion de revenir ici. D'accord. Mais on va écouter la chorale. Ah oui, Priscilla, Chi, Ntajoko. Ah oui, il est Jésus.
Il est Jésus ma Boussaillon. Il est Jésus ma Boussaillon. Il est Jésus ma Boussaillon. Il est Jésus ma conséquent. Ah oui, Sona, Adjoko. Azu preku menu, play, azu, akali, potete, nabe, akali, potete, zoti, chepie o, abisa, ajoko Nous revenons sur ce plateau. On va certainement écouter Daniel Thio parce que le phénomène de drogue, il y a plusieurs types. On parle de chicha, on parle de... Aujourd'hui, on parle de Kadhafi. On parle de Kadhafi. C'est ça. D'accord, il va nous aider à comprendre cela. Quels sont les effets et puis on va revenir à vous. D'accord. Alors, il faut dire que je vous remercie de ce moment que nous avons pour parler un peu aux parents et aussi à la jeunesse. Merci à mes patrons qui sont sur ce plateau. Aujourd'hui, on parle de plus en plus, tout le monde entend parler de drogue Kadhafi. Alors, le choix même du nom fait sourire et laisse à réfléchir parce que pourquoi on n'a pas pris drogue Thio, bien Akafou, bien Série, mais on prend Kadhafi parce que dans leur imaginaire, c'est la révolution, c'est de se placer un peu à l'encontre de tout ce que la société veut, etc., etc. Je pense que c'est pour cela qu'ils ont choisi ce nom. Mais il s'agit de quoi? Il ne s'agit pas d'un seul produit, il s'agit de plusieurs produits qui sont mélangés. Mais apparemment, comme si le nom Kadhafi était négatif. Je ne dis pas qu'il est négatif, mais il s'inspire de l'aspect révolutionnaire, parce que c'est la jeunesse. D'accord, ok. Voilà, ils sont réactifs aux normes établies. Je pense que c'est pour cela qu'ils ont choisi ce nom. Pas que le nom soit lui-même négatif, mais c'est un personnage controversé, on le sait tous. Alors, donc la drogue en elle-même, dont il est question, c'est un mélange, c'est une mixture. Ce n'est pas un seul produit, il s'agit d'un mélange entre un produit qui est du domaine des opiacés, comme le médecin l'a dit tout à l'heure, et une boisson alcoolisée, d'une façon générale. Mais il ne s'agit pas que de ça, il s'agit de boissons alcoolisées et de plusieurs autres substances. Donc, il y a le tramadol, donc je dis parce que ça passe sur les réseaux sociaux, en mixture, c'est-à-dire on le mélange avec d'autres substances qui sont elles-mêmes problématiques. Je ne vais pas citer tous les noms pour ne pas les accompagner dans ce vice. Donc, et quand ils mélangent, donc, ils ont un produit qui a des effets sur l'individu tel qu'il peut s'arrêter, commencer à dormir comme s'il dormait, et puis quelques secondes après, il revient à la vie, il se réveille. Et ça a des effets sur leur personne, sur leur manière de réfléchir, leur manière de percevoir la réalité. Ils hallucinent un peu. À un certain moment, c'est comme s'il s'oublie, c'est comme s'il va tomber comme un arbre et puis il revient. Alors, et c'est ce flash-là, c'est ce plaisir-là qui fait que nos jeunes, nos enfants expérimentent cette drogue et elle est en train de faire des dégâts. Alors, ce qui est visible, souvent, c'est qu'ils viennent avec des jeunes, des enfants, comme le médecin l'a dit tout à l'heure, à très bas âge. Et c'est l'accompagnateur, celui qui l'accompagne, est obligé de tenir sa langue. Parce que la langue a tendance à descendre, c'est comme s'il allait avaler la langue, mais comme on ne peut pas l'avaler, il risque de se faire étouffer par sa propre langue.
Et il y a des victimes, il y a des gens qui meurent à cause de cette drogue, parce qu'il y a une surmédiatisation, ils le font, ils se filment, ils se mettent sur les réseaux sociaux, et puis ils font de la concurrence, etc. etc. Donc, et tout ce qui fait, comme les gens le disent, le buzz a tendance à attirer les adolescents. Que ce soit quelque chose de positif ou bien quelque chose de négatif, ça a tendance à les emballer dans, dans l'air du temps, etc. etc. Alors, jusqu'à présent, on voit les effets, mais on ne connaît pas à moyen et long terme les effets de cette drogue sur la jeunesse. Peut-être que les études vont nous éclairer, mais ce qu'on voit déjà à court terme est quelque chose vraiment d'effrayant. Et pour quelqu'un qui pense à son avenir, pour quelqu'un qui veut devenir un responsable, vous n'avez pas besoin d'être assis dans un hôpital et puis c'est quelqu'un d'autre qui a attrapé votre langue. Il y a un problème. Donc, c'est ce produit qui est en vogue. C'est vrai que toutes les autorités, tout le monde, les communautés sont vent debout contre le Kadhafi, cette drogue-là, et nous devons attirer l'attention des utilisateurs, mais aussi des communautés, des parents, des éducateurs sur la prévention qu'il faut faire pour informer les gens sur ce phénomène. Il ne sert à rien de dire que vous êtes sorti premier d'un concours et en tant que premier vous retrouvez à l'hôpital ou bien carrément au cimetière. Ça ne sert à rien. Donc cette journée est aussi l'occasion pour nous d'attirer l'attention de tout le monde sur les ravages de cette substance et demander aux autorités, comme mes supérieurs l'ont dit, de soutenir les institutions de prise en charge pour que nous puissions parler aux gens. Parce que tout le monde n'écoute pas nécessairement, tout le monde n'a pas nécessairement la télévision. Il faut aller vers les gens pour leur porter le message de la prévention. Docteur Gabi, vous êtes interpellé, hein? Oui, tout à fait. Ce que je voulais peut-être compléter, ce que M. Daniel Thuo vient de nous dire, de partager avec nous, c'est que, évidemment, cette drogue Kadhafi-là rentre dans la série des nouvelles drogues. Et aujourd'hui, c'est vraiment avec ces nouvelles drogues-là que nous avons des problèmes qui, en réalité, comme il l'a dit, ne sont pas de nouvelles drogues, sont donc un mélange des anciennes drogues existantes pour potentialiser les effets, pour rendre la chose plus agressive, plus mortelle, etc. etc. Et c'est à ça que nous avons affaire. Et ce qui est en bas de ces nouvelles drogues-là, c'est que généralement, ce sont des drogues de synthèse. Donc ça se fabrique à grande échelle. Ce n'est pas des drogues naturelles qu'on va en brousse pour chercher, comme la feuille de cannabis ou de coca. Ce sont des drogues de laboratoire. Donc la fabrication est facile, la propagande est facile. C'est des drogues qui sont très difficiles à maîtriser. La vente est sur Internet et il faut vraiment que tout le monde conjugue en quelque sorte les efforts pour qu'on puisse trouver une solution. Et puis, oui, on en parle, on en a parlé, mais je pense personnellement que les réactions qui devaient être mises en avant devant une telle situation restent encore émoussées. Et donc, c'est vraiment un appel que nous lançons aux autorités. Peut-être qu'on va revenir là-dessus, mais c'est vraiment un appel que nous lançons aux autorités pour donner vraiment, dégager les moyens. Déjà, classer la chose au rang des priorités, parce que, comme l'a dit le président, nos populations, mais surtout les plus jeunes, sont en train d'être décimées par la drogue. Le président, vous avez un message. Oui. Donc, par rapport à tout ce que l'on entend, quel est le message que vous voulez donner au peuple de Dieu, surtout à la jeunesse? Oui, surtout à la jeunesse. Surtout le message que je voulais donner, d'abord, les premières cibles, c'est les familles et les parents. Vous savez que cette drogue, de la manière dont elle est constituée, cela a trait quand même aux compétences et à l'évolution de la technologie et communicative. Parce qu'aujourd'hui, nos enfants, ils ont l'Internet, ils ont accès à tous les réseaux sociaux, ce que les parents, souvent, ignorent. Et avant, nous pouvons conseiller, nos enfants ils vont vous écouter. Maintenant, vous les conseillez, ils ne vous écoutent pas, ils vont sur les réseaux sociaux. Et ça donne à ces gens de pratiques qu'ils essaient de voir. Donc, ce que nous voulons demander, c'est d'abord de conseiller aux parents, aux familles, de veiller, en tout cas, à l'éducation des enfants. Et d'entamer une certaine surveillance, quand même, à leur niveau. Puisque lorsque les enfants arrivent de l'école, personne ne se soucie de voir son cartable, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur.
Et ce souci de lui demander qu'est-ce qu'il a pu faire à l'école et comment est-ce qu'il s'est comporté. Non, on se contente de dire bonne arrivée et puis c'est tout. L'enfant geste son cartable, mais ce qu'il y a dedans, on l'ignore. Maintenant, le deuxième problème qui va se poser, c'est que lorsque le parent prend le cartable de l'enfant, il faut qu'il sache à l'intérieur les éléments qui y sont. Est-ce que le père est capable de détecter? Voilà. Cela a été déjà dit, mais quel est le message en tant que structure spécialisée? Oui, c'est le message que je suis en train de donner. Le message a trait à ce que les parents doivent être vigilants. C'est ça. Voilà, c'est la vigilance que je prends au niveau de la cellule familiale. Maintenant, au niveau de la cellule éducative, en ce qui concerne les écoles aussi doivent prêter attention. Parce que le champ de prédilection des dealers, entre autres, ce sont les établissements secondaires qui foisonnent naturellement, où ils ont une certaine maniabilité de le faire avec aisance. Là aussi, c'est un problème. Il va falloir que les établissements, les éducateurs, voilà pourquoi nous avons un programme envers les éducateurs, envers les écoles, c'est de les former à la connaissance de ces genres de drogue et avoir les éléments basiques pour pouvoir détecter les éléments de drogue. Ça, c'est le deuxième élément. Maintenant, le troisième message que je voulais dire à toute la communauté quand même, de ne pas vouloir s'adonner à ce genre de pratiques, parce que le danger, comme le docteur l'a souligné, c'est que c'est la cible, c'est la frange de la population la plus vulnérable, la jeunesse. Or, c'est cette jeunesse qui a eu l'initiative, qui a eu l'initiative d'en créer. Bon, à partir du moment où l'initiative vient de cette frange de la population, c'est beaucoup plus dangereux. Donc, la jeunesse doit faire très attention à cela. Donc, on a bien peur, c'est écrit dans l'âme. Et nous tirons sur la sonnette d'alarme pour pouvoir permettre aux uns et aux autres d'être beaucoup plus vigilants là-dessus. Si on y prend garde, je crois que ces phénomènes-là risquent de décimer notre jeunesse. Et nous en sommes conscients. Nous demandons aux autorités de prendre conscience et de donner des moyens aux institutions qui se battent, de jour comme de nuit, pour pouvoir arriver à bout. Seuls, nous ne pouvons pas. Vous avez parlé de qu'est-ce que nous faisons au niveau de l'intérieur du pays, le directeur l'a dit. Nous avons une seule agence à l'intérieur du pays. Cette agence, elle se trouve à Tabou, à la frontière Côte d'Ivoire-Libéria, à Tabou. Donc, avec un agent permanent. Si nous avons la possibilité, nous devons en créer plusieurs. Mais nous n'avons pas les possibilités, moyens financiers, moyens matériels, moyens humains, pour en créer plusieurs. Or, il le faut. Et dans notre programme de développement, cela est inscrit, de créer des centres satellites au niveau de l'intérieur du pays, parce que les sessions que nous avons, ils font de la prévention. Il mieux vaut prévenir que guérir, ils le font. Mais lorsque maintenant le mal est fait, il faut les évacuer sur Abidjan. Là, c'est un autre problème aussi. Donc, et puis maintenant, nous avons le dernier élément, c'est que nous avons un projet que nous appelons la toile d'araignée contre la drogue Kadhafi. C'est un nouveau projet que la Croix-Rouge est tentée d'élaborer et qui le jour ça va faire juste qu'on aura l'occasion. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. D'en parler, oui. La toile d'araignée contre la drogue Kadhafi. Aujourd'hui, vous êtes à Yamoussoukro. Oui. On ne peut que parler maintenant du culte de clôture. Oui. Et il faut vous dire que hier, le samedi, nous avons eu une formation des responsables des structures de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire et d'ici, ordinaire de Yamoussoukro. Parce que nous mettons l'accent quand même sur les responsables et ils vont servir de courrier de transmission pour faire la restitution aux autres. Et c'était le matin. Maintenant, l'après-midi, on a eu une grande conférence publique au centre de communication Mofete de Yamoussoukro. Et la conférence a été décidée par la personne habilitée à le faire, M. Daniel, qui s'est prononcé. La formation a été dispensée par le docteur Samedi Djebi Bena, et puis maintenant la conférence publique par Daniel Thio. Et le thème de la conférence, la drogue Kadhafi. Voilà, parce que nous voulons mener une offensive vraiment très, très forte. Pour ne pas qu'on soit surpris. Oui, pour qu'on soit surpris et pour bloquer. Maintenant, aujourd'hui, il y a le culte de clôture, qui nous appelle le culte officiel, présidé par le bishop Benjamin Boni, mais représenté par le très révérend pasteur Séraphin Moundé, et surintendant du district de Yopougon. Voilà. Au cours de ce culte, il y a ce que nous appelons un enseignement que nous donnons. Ensuite, le message du président qui sera lu dans toutes les églises locales pour cette journée. Et puis bon, la suite, nous allons reconnaître quand même le très révérend pasteur et surintendant du district ordinaire de Yamoussoukro, qui en a beaucoup fait pour notre institution lorsqu'il était à Abidjan ici, au décembre le jour. D'accord, merci, on va le saluer. On va demander à Daniel de faire la présentation géographique de
du centre. Oui. Et puis on va avoir les coordonnées rapidement. Et puis nous allons passer à l'exhortation du jour. Le centre d'accueil de la Croix-Bleue La Croix-Bleue, se oui. trouve à Williamsville. Alors, si vous êtes dans les encablures de la caserne de gendarmerie Agban, si vous regardez un peu à Williamsville, là-haut, vous allez voir des bâtiments bleus. Maintenant, si vous ne voyez pas les bâtiments, il y a la statue de Jenny Kobina, où il a levé la main, là, c'est juste à quelques 50 mètres en montant. Faites comme vous allez à Williamsville, à votre gauche, vous allez voir le centre d'accueil qui est au bord de la route là. Oui, je voulais juste ajouter qu'on est voisin à la gendarmerie d'Agban, mais ça n'a rien à voir. Hein, c'est un accord de voisinage. Il ne faut pas avoir peur, il faut venir avec les patients. On va s'en occuper. Nous sommes des civils. Oui. Voilà, il n'y a pas de souci. D'accord. On va avoir votre contact. Moi, mon contact, c'est le 07 35 84 21. Je dis bien 07 35 84 21. Daniel Thio. 07 08 51 11 11. Et président. Oui, 07 65 68 42. 07 65 68 42. L'Église a voulu mettre l'accent aussi aujourd'hui sur la mère sans alcool pour un enfant sans alcool. Les tests qui ont été prévus, il y a Juge chapitre 13, versets 2 à 7, Tite chapitre 2, versets 3 à 5, et puis Luc chapitre 1, versets 5 à 11. On n'aura pas le temps de lire tous ces tests, mais retenez que le test de base par rapport au thème, comme l'a dit le très révérend qui va nous donner l'exhortation tout à l'heure, c'est Juge chapitre 13, versets 2 à 7. On va lire le verset 4. On va lire le verset 4. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas lire tous les textes. Hein. Le verset 4 dit « Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. » Très révérend. Oui. On n'a pas suffisamment de temps. Je sais bien que vous avez beaucoup de choses à dire, oui, exact. Mais l'essentiel donnera aux uns et aux autres de comprendre. Ça. Et dans les communautés, on parlera longuement de ce texte. Voilà. Je parlerai brièvement, voilà, allez-y. N'est-ce pas? Mais seulement, il faut comprendre le texte à partir de son contexte. C'est cela, exactement. Parce que sinon, le texte en lui-même n'a pas de sens. Je voulais dire tout simplement que dans le contexte, il faut se référer au chapitre 13, les 2 premiers versets évoquent bien, si tu veux bien les lire. Hein. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. À l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Le verset 2 dit, il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Voilà, Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Ouais, n'enfantait pas. Et puis, il y a un événement important. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. C'est pourquoi le verset 4 maintenant dit maintenant. C'est ça. Prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Je mettais l'accent sur 2 pôles, indépendamment de ce contexte, sur le vin, et puis ce qu'il ne faut pas manger. N'est-ce pas? Ce qu'il ne faut pas manger. L'enfant ne doit ni boire, n'est-ce pas, de vin, ni de liqueur. Mais la femme, la femme, la femme, hein, c'est ça. Voilà, ce n'est pas encore l'enfant. La femme, je dis bien la femme. Voilà. Ensuite, dans la précision de l'ange, c'est là qu'on s'adresse à l'enfant. Donc il y a la mère et l'enfant. La mère parce que c'est en prélude
à la naissance de celui qui devra sauver, parce que le texte continue en disant que c'est lui qui va commencer à délivrer Israël de la force des Philistins. Bon, le contexte dit bien cela, et il faut dire que cette période-là est une période fade, où il y a ce qu'on pourrait appeler un peu un libertinage spirituel au niveau d'Israël, et cela se situe entre les années 1375 et les années 1050, c'est-à-dire entre les années 1375 et 1050 avant Jésus-Christ. Et c'est justement à cette période-là que l'ange intervient pour changer la donne. Parce que Dieu sait que son peuple-là est un peu l'ascendant sur la spiritualité. Le peuple n'est pas fidèle. Chaque fois, il est déçu. Chaque fois, le peuple tombe. Et puis, comme l'Alliance dit, bon, Dieu les livre aux ennemis. Mais cette fois-ci, c'est avec les Philistins. Les Philistins ont essayé d'oppresser le peuple. Et Dieu n'étant pas content, a dit, bon, je vais faire quelque chose d'extraordinaire pour que cela marque la vie d'Israël. Alors, il va s'adresser à une femme, la femme de Noah, qui est stérile. Et il dit à l'ange de venir transmettre la nouvelle à cette femme. J'insiste là-dessus, de transmettre cette nouvelle à cette femme. Mais elle ne doit pas boire d'alcool, ni de liqueur, elle ne doit pas manger des choses impures. Bon, alors, ça veut dire que Dieu, quelque part, a vu que là-bas, en Israël, c'est-à-dire à Canaan, en terre promise, il y a effectivement la production excessive d'alcool et de vin. Et que, journellement, les gens en consomment. Les conséquences, c'est qu'il y en a qui en abusent. Et comme les résultats sont néfastes, il veut faire une différence entre celui qui ne prend pas le vin et celui qui prend le vin. Alors il demande à ce que la femme prenne des dispositions pour que l'enfant qui va venir, c'est par lui que la délivrance d'Israël interviendra. L'enfant qui doit naître. Donc, je voulais simplement attirer l'attention des femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, c'est comme le texte le dit, qui prennent l'alcool. Beaucoup d'alcool et même le vin. Même pendant leur grossesse. Mais là, c'est un exemple. Dieu avertit. Parce que, bon, peut-être que je vais aller plus vite en besogne. Dieu a un message quand il envoie un enfant dans le monde. C'est parce que Dieu a un objectif à atteindre. Et le but, c'est que l'enfant devra délivrer Israël. Mais sur deux plans. Au plan spirituel, au plan physique. Parce qu'au plan physique, le peuple, je peux dire, il est potailladé, je peux dire que le peuple est oppressé. Et Dieu n'étant pas content, va demander, n'est-ce pas, à l'enfant, n'est-ce pas, d'aller combattre. Mais pour aller combattre un peuple qui est plus fort, parce que ce peuple-là a les possibilités de fabriquer des armes. Des armes, c'est le peuple philistin, les Philistins. Donc, ils sont plus forts qu'Israël. Donc, chaque fois que les Philistins viennent vers Israël, il y a toujours comme la dépendance entre les peuples. Et Dieu ne voudrait pas de cela. Dieu demande à l'enfant qui doit naître, qui est Samson, d'être un homme fort en vertu de ce qu'il va mettre comme objet de pratique dans la vie de tous les jours et dans ce qu'il doit manger et dans ce qu'il doit boire. Bon, l'alcool fait des dégâts. Si l'alcool fait des dégâts, une femme qui a l'habitude, n'est-ce pas, de prendre ça, je pense que comme le docteur est là, il va confirmer. Oui, je voulais poser la question au docteur. Oui, c'est tout simplement, oui. La relation qui va lier à l'enfant ou à la femme prenant l'alcool avec l'enfant, quel est l'effet que cela produit? Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit l'alcool, que ce soit le tabac ou la composition d'un certain nombre de drogues, ces substances-là vont contenir une substance particulière qui va transformer les hormones femelles en hormones mâles. C'est déjà ça. Donc, la femme qui est à l'alcool, la femme qui est au tabac se masculinise. Et du coup, toutes les dispositions qui font d'elle une femme, donc la procréation et tout le reste, il y a un souci. Si ce n'est pas avant, c'est pendant la grossesse et ça peut entraîner
un arrêt de la grossesse. Oui, ça peut arrêter, ça peut arriver, un arrêt de la grossesse, mais aussi il peut y avoir des fausses couches. Oui, oui, c'est un peu ça, oui, de fausses couches. Dans l'exhortation, c'est de... C'est de prévenir tout simplement. C'est cela. Hein, de prévenir, comme nous sommes à la journée de la Croix-Bleue, de demander aux femmes de faire très attention. Parce que Dieu peut passer par elles pour envoyer quelqu'un qui va sauver le monde. Regardez, si on regarde, n'est-ce pas, notre environnement, notre société, etc., il y a des présidents, des premiers ministres, il y a des gouverneurs, il y a des choses. Mais Dieu a un plan pour chaque homme. Et puis parmi ces gens, il y a aussi nous, les ecclésiastiques. Peut-être que la femme qui est enceinte, on ne sait pas si l'enfant voilà, va devenir... Voilà, c'est ça. Mais ça, je crois que c'est un bon conseil. C'est que l'abus de l'alcool, c'est vraiment aberrant, c'est aberrant de le constater, mais c'est destructeur. C'est vraiment destructeur et il faut s'en abstenir. Même si ce n'est pas une femme, que c'est un homme, je crois que le docteur ne dira pas le contraire, il peut compléter, n'est-ce pas? Un homme, vous voyez ce que fait l'alcool, et puis les liqueurs fortes dans l'organisme, d'abord par les poumons, ensuite le cœur, etc. Bon, allez-y, et puis... Oui, merci. L'alcool a pas mal de méfaits, hein, et c'est vraiment le chapitre sombre de la chose. Ça va commencer déjà par... une attaque du foie. Hein, parce que, alors, quand on prend l'alcool, il passe dans le sang. Et donc, tous les organes qui sont très drainés, comme le rein, comme le foie, comme la rate, sont des organes cibles qui vont donc être détruits par l'alcool. On peut prendre la chose comme ça, sans oublier tout ce qui est déviation comportementale, tout ce qui est méfait social, comportemental, etc., etc. Nous arrivons à la fin, hein. Nous sommes arrivés à la fin, on nous indique que le temps est arrivé à la fin. Je vais vous laisser simplement en une minute le dernier mot par rapport à... Oui, le dernier mot, c'est que, imaginons, n'est-ce pas, un enfant qui est débile, d'alcool, etc., qui va sauver un peuple. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est possible? Un enfant qui est déjà détruit à la base, physiquement, est-ce que c'est possible? Donc Dieu connaît les méfaits de l'alcool, c'est pourquoi il prévient. Et ce qui est dit, c'est que le jeune qui doit naître, l'enfant qui doit naître, à partir de sa maman, doit déjà être un naziréen pour montrer à Israël qu'on peut être un homme et s'abstenir de l'alcool et devenir un héros capable. Je crois que c'est le message fort, on va pouvoir s'arrêter là. C'est vraiment le message fort. J'espère que le peuple de Dieu a entendu le message, mais on continue. On continue le message. Je veux dire, dans nos communautés, dans nos maisons, à l'école, partout. Voilà, donc vous avez toute la responsabilité. Dieu vous donne l'occasion pour le faire. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là et puis on va... se voir une prochaine fois. Tout en souhaitant bonne fête à tous les Croix-Visiens. Et puis on peut quand même, pour la circonstance, demander au peuple de Dieu d'adopter le style des Naziréens. Ou des Naziréas. C'est ça. Pour cette journée, s'abstenir complètement de l'alcool. Et puis c'est possible. Les femmes enceintes, de s'abstenir totalement jusqu'à ce que l'enfant naisse. Parce que Dieu a un destin pour chaque enfant qui vient dans le monde. Alléluia. On va pouvoir s'arrêter. Merci à vous. Merci pour le temps que vous avez donné et pour tous ces conseils. J'espère qu'on a été édifiés. Certainement, nous allons encore revenir. Revenir pour en parler longuement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes disponibles. Amen. Merci. Il est prêt.
présent. Il est présent toujours. Ce Dieu n'abandonne jamais. Autour temps, il est présent. Oh oui, dans l'épreuve, dans l'enfer, dans la tempête, oui, il est présent.